Bonjour, nous sommes le vendredi, jour de l'Ascension, 15 mai 2015. Et cette fois-ci encore, je voudrais vous parler non pas de ce comité en tant que tel, ce haut comité pour l'avenir du secteur financier en Belgique, mais des leçons que je peux en tirer par rapport à mon action, et en particulier mon action ici sur le blog. Alors, il y a un certain nombre de choses qui m'apparaissent. Nous avons des réunions plénières. Il y en a eu une, c'était avant-hier. Nous avons des réunions en sous-groupe et ainsi de suite. Et ce qui m'apparaît, il y a une chose qui m'apparaît. Il y a deux choses qui m'apparaissent. Et la première, c'est la suivante, c'est que il y a dans la manière d'aborder les problèmes par des comités comme ceux-là, et je n'entre absolument pas dans les détails, il y a un manque de réflexion, je dirais, épistémologique. Le monde nous est donné, le monde le monde est comme il nous apparaît. Il n'y a pas de réalité derrière les apparences. Il n'y a pas ce que Marx appelait un fétichisme, c'est-à-dire une tendance naturelle, si l'on veut, des choses à nous apparaître autrement comme elles sont, les phénomènes au sens propre des Grecs. Le capital apparaît comme quelque chose qui grossit de lui-même, mettant entre parenthèses le fait qu'il y a peut-être là derrière ce grossissement apparent et naturel, peut-être des gens qui ont travaillé et dont le travail a été spolié, et va à des gens qui méritent peut-être pas de recevoir ces gains. Voilà, c'est un exemple. Une compréhension du monde, je dirais, purement empirique, à partir des catégories telles qu'elles apparaissent spontanément, comme disait Pierre Bourdieu, sans tentative d'aller voir comment des mécanismes opèrent en arrière-plan, qu'il y a peut-être des classes sociales, que ces classes sociales ont peut-être des intérêts, et que le monde n'est pas fait d'une simple collection de choses qui nous apparaissent qui sont en réalité telles qu'elles nous apparaissent telles quelles, qu'il y a peut-être des mécanismes à mettre en évidence. Et vous savez que la science économique est particulièrement complice de ce côté-là. Elle s'est même donnée comme un principe, je veux dire, comme un présupposé, cet individualisme méthodologique qui suppose, qui veut dire qu'il n'y a pas de phénomène collectif qui apparaissent en arrière-plan, qu'il n'y a pas de dimension collective à ce que nous faisons, qu'il n'y a pas de structure qui apparaisse autre part que dans la simple collection, le rassemblement des comportements individuels, et qu'il n'y a rien de l'ordre de bon qualitatif de ce point de vue-là. Le comportement d'un individu, c'est la même chose que le comportement d'une foule, et on ne peut expliquer le comportement d'une foule qu'à partir en rassemblant des descriptions des comportements individuels. Nous savons tous que ce n'est absolument pas vrai, que le monde ne fonctionne pas de cette manière-là, qu'il y a dans le comportement d'une foule, par exemple, quelque chose qui n'est pas de la nature, qu'on ne peut pas déduire automatiquement du comportement des individus, mais tout ça a été inscrit. Je dirais cette naïveté épistémologique, en fait, a été écrite par la science économique, elle l'a rédigée sous la forme de présupposés, de principes qui seraient les siens. C'est-à-dire qu'on a fait, je dirais, de l'absence de réflexion épistémologique un principe en lui-même. Et c'est une des choses qui apparaissent dans nos réunions. Le monde est là constitué d'un donné, fait des éléments disparates, et nous allons envisager ce catalogue et le couvrir de cette manière-là, sans faire apparaître en arrière-plan une réalité peut-être plus complexe, je dirais non pas de l'ordre des idées comme chez Platon, mais où des mécanismes peu visibles agissent en arrière-plan. Et alors, la réunion de mercredi a été un bon exemple de ce côté-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait sauter ce cadre. Ce n'est pas moi qui ai lancé le débat dans cette direction, mais c'était une discussion à propos de l'utilité ou non d'utiliser le PIB comme une mesure possible de la capacité d'un pays à avoir un secteur financier, et la discussion a avancé dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on a fait sauter ce cadre dans l'analyse. Alors évidemment, le problème, ce sont des gens qui ne comprennent pas à quel point il est important, crucial de faire cela, et qui font une remarque en disant on a perdu beaucoup de temps sur des choses peut-être secondaires, alors que ces choses secondaires, en fait, ce sont les choses essentielles, c'est le cadre lui-même de la discussion. Il y a un autre aspect, et je vais simplement couvrir ça, parce que vous voyez que je suis dans une circonstance difficile, en particulier de tenir cette tablette en place. Une autre chose est apparue, c'est que
On ne met pas entièrement, entre parenthèses, dans des discussions comme celle-là, spontanément, je dirais, la société civile. Voilà, le fait que ce sont des gens, qu'il y a derrière ça, et qu'il y a un cadre qui est un cadre humain, qui est le cadre de la philia chez Aristote, de notre bonne volonté à tous à faire fonctionner la machine dans son ensemble. Mais ce qui n'apparaît pas, c'est comment dire, c'est le bien commun. C'est le bien commun, c'est la nécessité pour nous de défendre en fait l'intérêt général. Et quand on fait défendre l'intérêt général, on le fait sous la forme de l'intervention de groupes particuliers. Nous allons quand même demander aux syndicats de venir discuter avec nous, nous allons quand même demander aux organisations de consommateurs. Mais si vous vous souvenez de cet article dont on a parlé récemment sur le blog, l'article de Gillens et Page sur le type de démocratie dans lequel nous vivons, il soulignait le fait que quand des groupes de pression de ce type-là, qui devraient nous représenter tous, comme les syndicats ou les organisations de consommateurs interviennent, en fait, ils ne défendent pas nécessairement l'intérêt général. Ils défendent peut-être aussi simplement, je dirais, un intérêt qui est lié à l'angle particulier sur lequel ils prennent les choses. Et alors, ça me renvoie, je dirais, au fait à cette distinction que j'avais reprise à Hegel à un moment donné. J'en avais parlé de manière importante dans le livre qui s'appelait Le capitalisme à l'agonie. C'était cette distinction chez Hegel entre le bourgeois et le citoyen que nous sommes. Et que ce bourgeois et ce citoyen que nous sommes ont parfois des exigences contradictoires et que dans la société civile, ces exigences contradictoires apparaissent. Que l'intérêt global, que l'intérêt général, c'est parfois l'intérêt du bourgeois et parfois c'est l'intérêt du citoyen. Et ce qui m'apparaissait dans ces discussions, c'est que même quand l'intérêt général apparaît, il apparaît uniquement sous la forme du bourgeois et qu'il n'y a pas de représentant, je dirais, de l'intérêt du citoyen dans les discussions qui ont lieu. Alors, c'est peut-être la valeur ajoutée, une des valeurs ajoutées d'avoir des gens comme moi à l'intérieur d'un groupe de discussion comme cela, c'est de faire intervenir l'intérêt également, de faire apparaître l'intérêt général sous une de ses formes, celle du bourgeois, la manière spontanée d'envisager le secteur financier en Belgique, il apparaît nécessairement, c'est essentiellement quand on parle de l'individu qui n'est pas représentant du milieu financier, c'est le bourgeois qu'on représente et pas nécessairement le citoyen. Faire intervenir le citoyen, ça me semble une très bonne chose, même si, et bon, c'est par là que je termine, même si à l'arrivée, au moment où des recommandations sont faites, la possibilité existe ou non que ces recommandations soient mises en œuvre. Voilà, une petite réflexion vite faite dans des conditions difficiles, un jour de congé. Voilà, à bientôt.